Le pouvoir naît dans l'estime que les autres fabriquent de toi. Avant l'acte, il y a la lecture. Celui qui est lisible est manipulable. Celui qui demeure opaque impose la contrainte sans la demander. La règle est simple. Calibrer la perception. Rareté plutôt qu'abondance. Phrases brèves, sans justification. Gestes mesurés, rythme lent. On ne surjoue rien. On retire ce qui déborde. L'objectif n'est ni l'admiration ni l'amour, mais l'asymétrie. Toi comme référent, l'autre comme demandeur. 3 leviers suffisent. La visibilité, apparaître moins, mais au bon moment. La cohérence, répéter un signal sobre, stable, non négocié. L'imprévisibilité, conserver une marge d'ombre qui rend tout calcul incertain. Un silence tenu vaut plus que 10 promesses. Un regard qui ne commente pas vaut plus qu'une brillante explication. Quand le cadre est posé, l'adversaire ne se mesure plus à toi. Il se défend contre l'idée qu'il se fait de toi. À partir de là, tu n'as plus à convaincre. Tu laisses la perception travailler pour toi. La gravité ne s'affiche pas, elle se dépose. Elle n'est ni pose ni prouesse. Plutôt une densité tranquille qui précède les mots et réorganise la pièce à ton entrée. Appelle-la masque, si tu veux, mais c'est moins un déguisement qu'un contour. Il dessine ce que les autres verront et, surtout, ce qu'ils ne verront pas. Rien de spectaculaire, une présence ralentie, des phrases courtes, une manière de laisser tomber ce qui n'ajoute rien. Quand la cadence se calme, chaque silence devient un plan, chaque omission un choix. On ne prouve pas, on laisse déduire. Ce contour n'existe que s'il tient de l'intérieur. Une façade sonne creux quand l'être vacille. La cohérence, elle, s'entend avant même qu'on parle. Alors le masque n'est pas un vernis, mais une continuité. Même ligne dans la voix que dans la décision, même simplicité dans le regard que dans la façon de clôturer une scène. Pas de commentaires sur soi, pas de promesses. Une géométrie discrète qui, à force d'être répétée, devient loi locale. On ne cherche pas l'effet, on installe une température. Reste la lame. Elle n'est pas agitation, mais correction. Un seul geste quand il faut, sans menace ni théâtre, une frontière posée, un nom qui ne s'explique pas, une conséquence appliquée, puis le calme rendu au lieu. L'utilité de la lame est d'être rare, son efficacité, d'être proportionnée. C'est elle qui rappelle que la douceur n'est pas permissive et que l'opacité n'est pas faiblesse. Après le tranchant, le silence recolle l'air. Peu à peu, l'ensemble produit un calcul chez l'autre. La contestation devient coûteuse, la conformité au cadre moins risqué que la bravade. Non parce qu'on l'aurait écrasé, mais parce que l'atmosphère elle-même décourage l'improvisation. Le doute circule sans qu'on le nomme, le silence le nourrit, l'entourage l'amplifie. Tu n'as rien revendiqué, tu as simplement réglé la gravité du lieu. Alors la persona cesse d'être un masque de théâtre, elle devient climat. Dans ce climat, les exceptions se traitent d'un trait, et le reste s'aligne de lui-même. Ce n'est pas l'humeur qui commande, mais un protocole devenu naturel, un art discret, de peser davantage en faisant moins de bruit. Le doute ne se plante pas comme un drapeau. Il se trace, millimètre par millimètre, dans l'autre. Plutôt qu'attaquer, on dessine des lignes. L'esprit humain déteste l'accusation, mais il se perd volontiers dans une suggestion précise. Il suffit d'un léger décalage pour que la conscience s'enlise. Un compliment ambigu, une comparaison innocente, une question posée comme si l'on se souciait de l'autre. Tu vas vite, parfois trop vite, dis doucement, sans sourire. Rien à défendre, tout à vérifier. Dès lors, l'adversaire cesse d'agir pour gagner. Il commence à se corriger pour ne pas se tromper. Et quelqu'un qui s'auto-corrige ne mène plus. Il suit une piste qu'on a dessinée pour lui. Cartographier le doute, c'est déplacer la lumière. On n'éclaire pas l'erreur, on éclaire le geste qui précède l'erreur. Tu tiens souvent tes notes de la main gauche, ta voix descend à chaque objection. Tu le savais ? Ce ne sont pas des attaques, ce sont des miroirs placés à angle mort. L'autre se voit par fragments, se surveille, perd son rythme. Le flux se casse, la fluidité meurt. La présence se remplace par la self-conscience et la self-conscience paralyse. Le vecteur le plus propre reste la curiosité feinte. On ne conteste pas, on s'étonne. Tu as déjà joué ce format sous pression ?
Tu as prévu un plan B si ça s'étire? La question ouvre un couloir mental où il marche tout seul. Si la réponse est courte, on laisse un silence qui l'allonge. Le silence n'est pas vide. Il donne de l'épaisseur à l'incertitude. Les regards complètent la topographie, un bref hochement pour signifier « j'ai noté », un sourcil levé pour suggérer « vérifie ». Le groupe, lui, sert de relief. On ne lève pas le public contre l'autre. On installe subtilement une graduation. Un « bien vu » adressé à un tiers, un « intéressant » tiède accordé à l'adversaire. La salle, sans rien décider, adopte le gradient. L'intéressé le sent, ajuste, se crispe. Plus il ajuste, plus il s'éloigne de son axe. Surtout, on parle de trajectoire et jamais de valeur. Tu montes fort, mais la tenue sur la durée, c'est autre chose. Le message n'est pas « tu es faible », mais ton bord inférieur existe. Dès qu'il regarde ce bord, il le nourrit. C'est ainsi que la carte s'impose, par des repères discrets, répétés, cohérents avec la gravité déjà posée par ta persona. Aucune condamnation, aucune bravade, seulement des points de repère qui déplacent sa confiance d'un centimètre. À la fin, il n'y a pas de coup final. La carte a déjà gagné. Il marche dedans. Le silence n'est pas l'absence de parole. C'est une matière, dense, élastique, conductrice. Quand tu cesses de remplir l'air, tu le compresses. Et cette compression a un effet physique. Les voix montent d'un ton, les justifications s'allongent, les gestes deviennent explicatifs. Le non-dit agit comme un vide sous pression que l'autre s'empresse de combler avec ses hypothèses, ses fragilités, ses corrections anticipées. Tu n'opposes rien, tu offres un espace où il s'expose. La poétique du non-dit commence par la tenue du temps. Répondre une seconde plus tard que prévu, laisser une fin de phrase en suspens, poser la main sur le dossier d'une chaise sans s'asseoir ni partir. Ces micro-latences fabriquent une chambre d'écho. Elles font travailler l'imaginaire adverse. Qu'a-t-il noté? Qu'est-ce qu'il sait? Le silence devient un miroir où il lit ses propres doutes. Plus le miroir est immobile, plus le reflet tremble. Il ne s'agit pas d'être muet, mais d'être rare. Chaque mot posé dans une nappe de silence gagne du poids spécifique. Un bien sec, un d'accord neutre, un intéressant sans intonation, et c'est la salle qui fait le reste du calcul. Tu économises le verbe pour amplifier la lecture. Le groupe suit la gravité la plus stable, celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à cadrer. Ton calme crée un référentiel, leurs explications tournent autour, le regard prolonge le non-dit. Une seconde de plus sur les yeux que la politesse n'autorise, puis un détour lent vers le document, enfin le retour, bref, comme pour vérifier une concordance. Aucun reproche articulé, seulement des lignes invisibles que l'autre connecte tout seul. L'angle du buste, la fixité des mains, l'absence de tic, tout compose une atmosphère sans message explicite. Dans cette atmosphère, la parole de l'autre s'alourdit de sous-entendus. Il explique au lieu d'affirmer, il se justifie au lieu d'avancer. Attention, le silence n'est pas bouderie ni passivité. Un silence vide décrédibilise. Un silence habité organise. Il faut le nourrir de signes ténus, écoute exacte, micro-hochement, prise de notes parcimonieuse et d'actes propres. Répondre par un document préparé plutôt que par un plaidoyer, conclure par une décision brève plutôt que par une démonstration. Le non-dit gagne quand il débouche sur une action nette. Rythme surtout. Alterner présence feutrée et incision courte. Laisser la salle s'échauffer, puis couper d'une question précise. Refermer par un « cela suffira souverain ». Ce balancier écrit la métrique de la pièce. Plus tu élargis les silences, plus chacun redoute de les occuper mal. Alors ils parlent trop, riant pour combler, promettent pour rassurer. Et toi, tu n'as rien arraché, tu as laissé venir. Les cartes tracées plus tôt s'impriment dans le vide que tu maîtrises. À la fin, personne ne sait exactement ce que tu as dit. Tout le monde se souvient de ce que ton silence a fait. Conquérir une salle, ce n'est pas la convaincre, c'est l'accorder. Avant que l'adversaire n'entre, tu fais déjà vibrer le lieu sur une tonalité qui te reconnaît comme centre de gravité. Arriver tôt, circuler lentement, nommer chacun par son prénom, glisser une question précise sur un sujet qu'il maîtrise,
tu déposes des fils invisibles. Quand viendra le moment, ces fils feront réseau. La salle ne sera plus un public, mais un milieu. Et un milieu a des réflexes. Il protège son centre. La mise en scène est physique avant d'être verbale. Choisis l'angle d'assise qui voit tout et expose peu. Pose un dossier fin, 2 chiffres vérifiables, une feuille propre avec un titre calme. Point à clarifier. Rien d'agressif, tout d'utile. Tu ne t'imposes pas, tu facilites. La facilitation est une souveraineté qui ne se proclame pas. Elle installe la norme sans l'annoncer. Parle à la salle plus qu'au rival. Sollicite les compétences, capte des hochements, distribue le mérite. L'idée vient de Marie. Paul a déjà balisé ce point. En créditant, tu collectionnes des dettes douces. Le rival, lui, reçoit moins de chants non par exclusion, mais par capillarité. L'attention coule vers la source qui structure. S'il cherche le duel, tu offres le cadre. Restons concrets. 30 secondes chacun. Ce sont des phrases de service. Elles deviennent des frontières. L'humour, s'il survient, reste léger et latéral. Jamais contre, toujours autour. Un éclat bref qui dégonfle la tension sans humilier personne, surtout pas l'allié potentiel. La salle retient ce soulagement et l'associe à ta présence. Alors, même en silence, IV, tu conduis. Le non-dit que tu as appris à densifier devient atmosphère. On t'attend, on se règle sur ton tempo, on respire à ton rythme, encadre les attentes par des formules ouvertes que le groupe complète. Ce que je veux, c'est qu'on sorte avec 3 décisions claires. Qu'est-ce qui vous manquerait pour dire oui? En posant la destination, tu fais de chacun un co-auteur et du rival un intervenant parmi d'autres. Il n'est plus le protagoniste, il devient une variable. Enfin, laisse des traces lisibles et sobres. Un résumé envoyé dans l'heure, 2 engagements datés, un « merci pour la précision » adressé publiquement à celui qui t'a contredit avec pertinence. Tu montres que ton centre n'est pas caprice, mais méthode. À la rencontre suivante, la salle te cherchera du regard avant même que tu parles. Tu n'auras pas gagné un vote, tu auras déplacé la météo. Dans cette météo, l'adversaire n'affronte plus un individu. Il affronte une ambiance. Et l'ambiance ne se combat pas, elle se subit. On ne désarme pas un adversaire uniquement par la force. On l'épuise en brouillant son modèle mental de toi. Il a besoin de te figer pour te prévoir. Refuse la statue, garde un axe clair finalité, valeur, cap et fais varier tout le reste. Température de voix, vitesse des réponses, degré de précision, angle d'entrée. Un jour, tu ouvres avec un fait sec, un autre avec une question lente qui oblige à penser. Parfois tu conclus en 2 phrases, parfois tu laisses en suspens et c'est la salle qui complète. Le fil conducteur existe, mais il serpente. C'est cela, l'illisibilité, qui reste lisible. L'imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est une chorégraphie discrète, alterne la caresse et le tranchant. Tu valides une idée, puis tu en retires un détail clef. L'accord apaise, la précision rehiérarchise. Tu laisses parler longuement, puis tu prends la main en synthèse et resserres en 3 points. Tu te tiens légèrement en retrait, puis tu avances d'un pas et l'espace t'appartient. Ces micro-ruptures fabriquent une fatigue douce chez l'autre. Il n'ose plus anticiper, donc il n'ose plus attaquer. Le langage participe à cette brume dirigée. Éloigne-toi des formules qui te collent à une posture unique. Intéressant peut accueillir ou encadrer. Gardons la structure peut inviter ou clôturer. Une même phrase, 2 effets. Le signe extérieur reste constant, l'intention varie. Tu deviens un prisme, chacun croit avoir vu, personne ne t'a traversé. Le temps est ton allié. Réponds vite sur le trivial, lentement sur l'essentiel. Ce décalage indique que tu choisis le champ de bataille. Dans l'échange, garde une réserve d'inattendu. Un exemple que personne n'avait, une donnée silencieuse, un nom oublié que tu restitues au bon moment. L'effet n'est pas spectaculaire, il est fondant. La salle glisse vers toi sans bruit. Enfin, protège ton noyau, change de peau, jamais d'ossature. Si tu surprends pour surprendre, tu deviens erratique. Si tu surprends pour orienter, tu deviens magnétique. L'adversaire cherchera la version vraie de toi pour s'y accrocher, il ne trouvera qu'un mouvement autour d'un centre ferme,
Et comme on ne lutte pas contre une orbite, il finira par tourner autour. Le pouvoir ne renverse pas un mur. Il retire l'échafaudage. Isoler, ce n'est pas exclure. C'est déplacer le centre de gravité du groupe jusqu'à ce que l'autre n'y tienne plus que par habitude. Le procédé est feutré. Tu ne combats pas la personne. Tu reparamètres l'écosystème qui la soutient. Dans toute salle, il existe une économie discrète, regard distribué, micro-validation, prise de notes, petit rire, qui nourrit l'assurance d'un individu. C'est cette économie que tu réorientes. Commence par verser du crédit autour, jamais contre. Tu félicites l'assistant pour sa rigueur, tu demandes l'avis du lieutenant, tu remercies le coordinateur d'avoir tenu la colonne vertébrale. À force de valoriser la périphérie, tu définis l'autre comme dépendant d'elle. La hiérarchie s'inverse sans un mot. Il n'est plus le moteur, il devient le bénéficiaire d'un système dont tu reconnais publiquement les rouages. Le statut baisse d'un demi-ton, assez pour entamer la projection héroïque avec laquelle il se présentait. Ensuite, pratique la triangulation calme. Quand il parle, tu tournes légèrement le corps vers ses soutiens, tu poses la question à eux, tu captes leur assentiment, puis tu synthétises. Le message implicite, la validation ne passe plus par lui. Répété, ce geste déplace la source d'autorité. Les alliés sentent ta gravité et s'y calent par simple confort social. On suit ce qui organise, on s'éloigne de ce qui réclame, évite l'hostilité. L'isolement efficace ne crée pas d'ennemis, il crée des convergences. Tu offres des points d'attache, une méthode claire, un calendrier qui rassure, une promesse de visibilité pour ceux qui s'alignent. Ta chaleur est sélective, ton froid minimal. Tu ne coupes pas, tu aimantes. L'autre ne peut pas t'attaquer sans heurter ceux que tu viens d'élever. Il se retient, puis se retire. Il n'a pas perdu un duel, il a perdu l'écho. Soigne l'architecture invisible. Placement à table, ordre de parole, tempo des relances. Tu laisses remonter les voix faibles, tu freines poliment les envolées de son camp par une synthèse brève. Gardons la ligne directrice, on y revient. À l'oreille, c'est neutre. À l'effet, c'est une décélération. Peu à peu, son énergie s'évapore dans des détails qu'il n'avait jamais dû gérer. On ne l'affronte pas, on l'éparpille. Quand l'orbite du groupe bascule, l'adversaire reste en plan présent, mais plus central. C'est alors que vient le mouvement suivant. Couper le peu de vitesse qui lui reste, non par choc, mais par rupture de rythme mesuré. C'est l'objet de la prochaine étape, briser le momentum sans agresser. Un élan ne se contredit pas, il s'étouffe. Le plus sûr moyen d'éteindre une flamme n'est pas l'eau, c'est l'absence d'oxygène. Retire l'air, le feu se couche de lui-même. En salle, l'oxygène d'un rival, c'est la continuité. Il parle, il s'entend parler, le groupe suit, l'énergie monte. Tu n'opposes pas un mur, tu disposes des digues basses qui cassent la vague en mousse. D'abord, la micropause. À la fin d'une tirade, tu laisses tomber une seconde de silence, puis une notation anodine. 2 précisions pour qu'on ne mélange pas. Ce « pour qu'on ne mélange pas » n'est pas une objection, c'est un frein. Le corps du public se réajuste, la respiration commune change de cadence. L'élan perd son rythme cardiaque. Ensuite, la question courte, fermée. Les envolées adorent les questions ouvertes. Elles meurent sur un « oui » non précis. Le chiffre inclut-il les coups indirects, oui ou non? La voix du performeur descend d'un ton, il devient comptable de sa propre promesse. Le panache n'aime pas les cases à cocher, altère aussi la texture de la situation. Le théâtre réclame de l'espace, tu le réduis, tu fais glisser un document au centre, tu ouvres une page de critères, tu changes d'outil, du discours au tableau, le regard quitte le visage pour se poser sur la grille. L'énergie oratoire se perd dans les colonnes, la foule passe de l'émotion à l'audit. Pratique la diversion froide. Quand il semble prendre la salle rire, approbation, écho, tu déplaces le faisceau sur un détail périphérique qui exige vérification. Qui a la date exacte de la version 3? Ce n'est pas une attaque, c'est une réallocation de lumière. On coupe l'alimentation du projecteur, la scène se retrouve à demi-jour. Brise la cadence par la synthèse basse. Arrêtons-nous 1 minute. Ce que j'entends, c'est A, B, C.
Corrigez-moi si je simplifie trop. En une phrase, tu imposes un découpage qui segmente son flux. Toute reprise, après une segmentation, sonne moins vive. Un coureur qui repart après un stop n'a plus la même foulée. Use la latence comme outil. On verrouille l'action 1, on se donne 24 heures pour vérifier l'hypothèse 2. Le momentum, privé d'immédiateté, se refroidit. Le lendemain, l'urgence a vieilli. Le charme s'est dissipé. Ce qui restait de magnétisme se mesure désormais en tâches. Enfin, garde le visage immobile. L'élan se nourrit de miroirs. Plus tu renvoies d'émotions, plus il gonfle. La neutralité agit comme sable fin dans une mécanique trop huilée. À force de déphasage, de fermeture nette, de gestes utilitaires, tu ne combats pas la vitesse, tu lui retires la piste, et le coureur, surpris, découvre qu'il sprintait sur place. Le duel se décide souvent dans la phrase qui le précède. Celui qui nomme cadre, celui qui cadre réduit. Tu n'attends pas que l'adversaire s'explique, tu écris l'histoire dans laquelle il va jouer, une histoire polie, presque généreuse, mais qui ferme des portes sans qu'on l'aperçoive. Beaucoup d'enthousiasme, voyons si ça se transforme en substance. La salle hoche la tête. Ce qu'il dira ensuite ne sera plus entendu comme une preuve, mais comme une tentative d'échapper au cadre. Le récit que tu poses doit paraître objectif, presque administratif. Tu offres une étiquette qui semble neutre et qui pèse lourd, énergie fraîche, expérience limitée, audace, contrôlable lacune de méthode. Le masque narratif colle à la peau plus vite qu'un reproche frontal. S'il brille, on dira « brillant », certes, pour un débutant. S'il trébuche, on conclura « le cadre l'avait annoncé ». La prophétie se nourrit du moindre détail, ancre ensuite le temps contre lui. La confiance naît de la sensation d'être durable. Tu instilles la notion de passage. Des signaux intéressants aujourd'hui. On verra ce qu'il en reste dans 6 mois. D'un coup, son succès devient météo, non climat. Il se débat dans l'instant. Toi, tu parles de saison. La verticalité de la durée écrase la horizontalité du panache. Le récit gagne à s'appuyer sur des comparaisons discrètes. Il me rappelle X avec moins de contrôle sous pression. Une seule ombre posée derrière lui et toute la salle voit double. Lui est la référence qu'il absorbe. Il cesse d'être protagoniste, devient variation. Or, une variation ne menace pas la partition. Enfin, refuse la symétrie. Ne prononce jamais le mot rival. Tu traites son intervention comme un chapitre connexe à ton programme principal. Tu réponds aux besoins, pas à la personne. Tu corriges la trajectoire, pas l'ego. Invisiblement, la hiérarchie se fige. Tu es le narrateur. Il est un épisode. Et lorsqu'un homme sent qu'on l'a converti en épisode, son geste perd la trempe des actes fondateurs. Le combat peut commencer. Dans les esprits, il est déjà classé. Rien ne tient sans rite. Sans geste répété, la posture se délite, le masque se fissure, le doute revient. Ta puissance n'est pas un coup d'éclat. C'est une liturgie. Chaque matin, réinstalle la gravité par 3 minutes de respiration basse, une tenue droite, un regard posé qui ne cherche rien. Avant toute interaction, fixe l'intention. Cadré, non prouvé. Après, débrief en une phrase. Qu'ai-je laissé croire? Voilà pour le rite. Pour ne pas te raconter d'histoire, garde 3 repères simples. D'abord, la place que tu laisses au silence dans les moments qui comptent. Plus il travaille pour toi, moins tu as besoin de parler. Ensuite, le temps que tu acceptes avant de répondre sous pression. Une seconde tenue vaut mieux qu'un paragraphe brouillon. Enfin, la fréquence à laquelle tu poses le cadre avant d'entrer dans la matière. Si le décor n'est pas planté, le contenu t'échappe. Ce que tu n'observes pas s'évapore, ce que tu suis finit par obéir. Et les garde-fous, pas d'explications publiques à chaud, jamais d'objectifs détaillés, diffusés en amont, aucune dépendance à l'approbation immédiate. Si l'on te presse de clarifier, diffère. S'ils veulent ta carte, montre seulement la boussole. Le but n'est pas de gagner une fois, mais de rester imprenable. Si ce texte a mis des mots sur ce que tu pressentais, agis. Abonne-toi, applique la méthode 7 jours, puis reviens écrire « Gravité » avec une ligne sur ce qui a changé.
Partage-la à la seule personne de ton cercle capable de la porter sans la dévoyer. Le reste se fera comme toujours, en silence, puis d'un seul geste.